J'ai un rapport très intense, trop intense, on va s'en rendre compte, aux bibliothèques, parce que quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps là-bas. J'avais vraiment un appétit pour la lecture assez jeune, et donc les bibliothèques c'était gratuit, silencieux, il y avait plein de fenêtres, donc il y avait la lumière qui passait tout le temps, et quand on n'a pas de jardin, la bibliothèque c'est un bel endroit pour s'évader. Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures des milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe, la Bibliothèque publique d'information. La BPI est désormais installée dans le bâtiment Lumière à Paris, au 40 avenue des Terroirs de France, dans le 12e arrondissement, le temps des travaux qui se dérouleront pendant 5 ans au Centre Pompidou. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la BPI. Aujourd'hui, je rencontre Séphora Pondy, présente lors du week-end de réouverture de la BPI début septembre. Comédienne, pensionnaire de la Comédie Française depuis 2021, Séphora Pondy a bousculé la rentrée littéraire de l'été 2025 avec son premier roman Aval, paru aux éditions Grasset et qui vient de recevoir le prix du premier roman des Inrecuptibles. Il est rare qu'un roman crée en moi autant de détresse et parvienne ensuite à me consoler dans le même mouvement. La romancière y entrelace les destins de deux solitudes extrêmes. L'âme, une jeune actrice en pleine ascension, qui compose avec la violence du cinéma et le harcèlement qu'elle subit, notamment en raison de son identité singulière qu'elle nomme son étrange triade, jeune, noire, grasse. Et face à elle, Romain, alias Tom, un garçon blessé, rejeté, qui se mue en harceleur obsessionnel et enragé. Au cœur de ce récit d'une grande noirceur, on découvre deux rayons de lumière qui nous font tenir le coup. Génia, la meilleure amie de l'âme, qui noue avec la narratrice un pacte muet, celui de l'amitié. Et puis, la plume de Séphora Pondy, qui dans sa puissance sensorielle parvient à transformer l'horreur en merveille. Par Effraction. Je retrouve Séphora Pondy à la sortie du métro Cours-Saint-Émilion pour l'escorter jusqu'à la BPI où se trouve le livre, puisqu'il n'y en a qu'un, qui a influencé l'écriture de son roman. Bonjour Séphora Pondy. Bonjour Lorraine Valcar. Je suis contente de vous voir. Moi aussi je suis contente. Vous êtes familière de ce quartier ? Je suis complètement familière parce que quand j'étais lycéenne et quand j'avais la vingtaine, je traînais beaucoup ici. Parce que c'était pas loin du RERC en fait quand on sort à la bibliothèque François Mitterrand et que c'était trop mignon. Donc je venais souvent en fait. Alors je vais vous emmener à la BPI, dans son nouveau bâtiment Lumière et vous allez pouvoir y emprunter des livres, ce qui normalement est interdit à la BPI. C'est un peu comme si vous entriez par effraction à la bibliothèque. Alors c'est mon mot préféré, c'est effraction. Génial, c'est le nom du podcast. Magnifique. On y va ? On y va. Alors Séphora, quel est votre rapport aux bibliothèques ? Alors, j'ai un rapport très intense, trop intense, on va s'en rendre compte, aux bibliothèques, parce que quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps là-bas. J'avais vraiment un appétit pour la lecture assez jeune, et donc les bibliothèques c'était gratuit, silencieux, il y avait plein de fenêtres, donc il y avait la lumière qui passait tout le temps, et quand on n'a pas de jardin, la bibliothèque c'est un bel endroit pour s'évader. Donc ça a nourri votre vocation ? Complètement. Oui, complètement. J'ai un rapport c'est toujours très nostalgique pour moi quand je viens dans une bibliothèque, ça me rappelle vraiment l'enfance. Dans Aval, votre narratrice qui s'appelle l'âme, elle découvre sa vocation devant la télé, en regardant des opéras, et elle se rend à la médiathèque pour chercher des films et des pièces de théâtre. Elle dit que c'est un lieu qui lui permet de faire un croche-pied au sort. Est-ce que c'était votre cas aussi ? Je me le formulais pas comme ça, bien sûr, mais c'est sûr que avoir eu accès à de la littérature, ça a été très important pour m'armer. Je me suis rendu compte en grandissant que dans le monde dans lequel on vit, c'est important de pouvoir prendre la parole pour pas être écrasé par la vie, par l'injonction à être performant, etc. C'est important de pouvoir se défendre verbalement. Alors votre premier roman, Aval, on vient d'en parler, s'ouvre sur une scène de violence brutale vécue par votre narratrice l'âme. C'est un choix narratif très audacieux que vous faites dès le début. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de commencer par la fin ? Est-ce que c'est pour maintenir le lecteur ou la lectrice en apnée jusqu'au bout ? Le suspense, je trouve que ça marche toujours assez bien dans une fiction. Et commencer à rebours, en fait, ça crée un horizon d'attente pour le lecteur, je trouve, que ça accroche. Et de commencer en plus avec une scène assez choc. Soit ça fait reculer, mais je crois qu'au contraire, ça crée un peu de mystère et d'attente. Et ça me permettait aussi de jouer avec la structure, de ne pas faire quelque chose de forcément très chronologique, mais de me laisser la liberté de construire le livre un peu pièce par pièce, morceau par morceau. Mais du coup, il a fallu être assez vigilante à la construction. Ça a pris beaucoup de travail. Le fait d'avoir commencé par la fin ? Oui, quand même, parce que
parce qu'il fallait trouver un dispositif en fait pour qu'on puisse se comprendre comment ils en sont arrivés là, l'un et l'autre, l'âme et Tom. Alors que si j'avais choisi une chronologie classique, toutes ces questions se seraient pas posées, j'aurais juste déroulé mon histoire tout simplement. Mais là, c'est important pour moi de commencer par le choc, et ensuite démanteler tout ça. Tom, on va y venir, mais on reste un petit peu sur le personnage de l'âme. C'est une étoile montante du cinéma, mais elle est arrêtée dans son envol par des pressions multiples sur son corps, mais notamment son eczéma. Et elle décrit son eczéma et son corps en général comme un ennemi du dedans. Oui, parce que l'âme, comme beaucoup de femmes je crois, a tendance à retourner la violence contre elle. La violence de la pression sociale, la violence du racisme, la violence sociale, genrée, elle la retourne contre elle au lieu de la renvoyer à ses agresseurs, entre guillemets. Et puis aussi, ce que ça mettait en jeu, c'était la tension entre le désir qu'a l'âme d'être regardée, donc d'avoir choisi un métier qui l'expose, et en même temps de se saboter pour que ça s'arrête, quoi, pour cesser cette attention qui lui en demande beaucoup en fait, qui est beaucoup de pression. Est-ce que c'est indiscret de vous demander si c'est quelque chose que vous avez ressenti vous aussi, puisque vous êtes comédienne ? Ça a pu m'arriver, encore que je ne suis pas une comédienne très très identifiée pour le moment. La comédie française évidemment m'offre une sorte de visibilité très grande, mais ça reste quand même, pour les gens qui aiment le théâtre et tout ça, c'est quand même assez niche. Donc toute proportion gardée, mais c'est sûr que c'est des questions qui ont pu me traverser, mais quelque part, de l'avoir écrit, ça permet de déjouer le sortilège, ça me laisse à l'abri. Alors le récit de l'âme alterne avec celui de Tom, alias Romain. Je ne vais pas révéler pourquoi il a 2 prénoms. Romain est un enfant harcelé qui finit par se réfugier dans l'anonymat numérique pour se venger du monde. Comment est-ce que vous avez abordé la psychologie de l'agresseur ? Bon, j'ai puisé un peu dans des inspirations multiples. Alors déjà, il y a une chose qui était importante pour moi et qui, je crois, est assez importante quand on écrit un roman, il me semble. C'est qu'il fallait absolument que la psychologie de Tom, elle se révèle dans des situations. Parce que sinon, d'écrire simplement que Tom était quelqu'un de détraqué ou de perturbé, ça n'a pas grand sens de simplement l'affirmer. Il faut le mettre en jeu. Il faut qu'il se retrouve dans des situations où cette étrangeté peut se révéler. Et je pense que c'est le théâtre peut-être qui me l'a apporté, c'est qu'en fait, il faut pas que quelqu'un soit résumé juste à un trait de personnalité, mais il faut que ce trait soit mis en valeur à l'intérieur d'interactions avec les autres. Pour ça, j'ai essayé de penser à des situations qui pourraient être insolites ou dérangeantes. Et puis après, ça a été assez visuel pour moi. Je pensais à un type d'acteur que je pouvais regarder dans des films un peu dans les années 90, un côté un peu white trash. J'ai pu penser à des photos, à des garçons qui ont traversé ma vie quand j'étais au collège. C'était un peu un patchwork de plein d'influences qui ont construit Tom. Et quant à sa psychologie, il fallait à la fois trouver des traits saillants, donc des choses qui sont vraiment perturbantes dans sa façon d'agir et d'être au monde, et en même temps des choses qui m'appartiennent, pour lui donner plus de densité, de complexité, pour lui rendre son humanité et pas en faire juste un monstre ou un épouvantail, quoi. La lumière de ce roman, c'est l'amitié de l'âme avec Genia. C'était, je pense, essentiel pour vous de parler de ce thème de l'amitié entre femmes, qui est vraiment un refuge. Ah oui, c'était primordial parce que c'est une des choses qui m'inspire le plus, donc c'est ce qui m'est venu naturellement. C'est vraiment juste ce qui m'animait pendant l'écriture d'Aval, parce que c'est aussi mon propre rapport à l'amitié que j'ai mis en jeu, à savoir des amitiés très passionnelles, très fusionnelles, avec une loyauté très importante, presque féodale, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, l'amitié féminine, ça a été quelque chose qui a été primordial pour moi. Oui, qui m'a sauvée de plein de douleurs. On approche doucement de la BPI. L'autre lumière de ce livre, c'est votre écriture qui est remarquablement poétique, rythmique et sensorielle. Elle convoque vraiment les odeurs, les goûts, les sensations physiques, dans l'horreur comme dans le désir. Comment avez-vous travaillé cette langue, Sephora ? Alors, comme j'ai envie d'écrire depuis longtemps, j'ai eu le temps de m'exercer, entre guillemets. Donc assez naturellement, je vais vers une écriture assez, on va dire, chargée, pas dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas, assez, je suis assez verbeuse, avec des élans assez lyriques, et en même temps quelque chose de très cru, de très charnel. Et il a fallu un petit peu calmer les chevaux à plein de moments. Ça a été un peu l'enjeu. Et en fait, je la travaille vraiment selon, je pense vraiment en termes de sensations, et de sensations que j'ai envie de provoquer chez la personne qui lit. Et calmer les chevaux, qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, ça veut dire que si j'ai dû réfréner la tentation d'écrire une espèce de monologue insensé de 200 pages, sans ponctuation. Enfin, j'aurais pu aller dans ce type de délire-là. On m'a calmé très vite. Dommage. Ce sera peut-être pour le prochain. Un prochain roman aux chevaux pas calmes. Il s'appellera Pas calme d'ailleurs. Ah oui, ça s'appellera Pas calme. On entre dans le bâtiment Lumière qui abrite la BPI. C'est stylé d'entrer par là. Enfin, ça, tout d'un coup, ça frappe. Enfin, c'est très beau, quoi. C'est très, très beau. Bah, c'est hyper impressionnant. C'est très beau, très dégagé. On sent que quand il fera beau, il y aura toute la lumière qui va taper partout. Enfin, c'est assez colossal, en fait. Et en même temps, on n'est pas écrasé. Il y a des plantes, le bois est beau, les lumières sont assez chaudes, les ascenseurs sont futuristes. Ouais, non, c'est vraiment super. Quand on préparait l'émission Sephora, vous m'avez dit qu'il y avait un livre, un seul qui avait influencé ce livre. Alors ne le révélez pas encore, on va aller le chercher avec les 2 autres livres dont vous allez nous parler. Mais est-ce que vous avez un indice pour ce livre déjà ? Alors oui, j'ai un indice, je dirais truie cosmétique. Voilà, comprenne qui pourra. On passe le portique et on entre dans la salle de lecture, donc on va chuchoter maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 indices pour faire deviner aux lecteurs et lectrices les 2 autres livres ? Alors, je dirais comme second indice, québécoise pendue. Et le 3e ? Et le 3e, ce serait une nounou d'enfer. Je crois que j'ai deviné. Ici. On a les 3 livres. Super. On va au studio d'enregistrement maintenant pour vous écouter en parler. Magnifique. Alors, le premier livre dont j'ai choisi de parler, c'est celui qui a en partie inspiré Aval, et c'est Truisme de Marie Dariussec. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais à peu près 16 ans. Je me rappelle très très bien parce que je l'avais emprunté dans une bibliothèque d'ailleurs, à cause du titre, qui était très déconcertant, et puis son nom de famille aussi était très déconcertant parce qu'il était très 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 long. Et en fait, il m'a beaucoup perturbée. Bon, déjà pour raconter un peu l'histoire, ça parle d'une jeune femme qui travaille dans la cosmétique de luxe, et qui en fait, au fur et à mesure de ce job dans cet endroit, finit par se transformer en truie. Et c'est très très graphique, on voit vraiment cette transformation avoir lieu, avec tout ce que ça comporte d'un peu obscène. Et je crois que c'est ce qui m'avait pas mal attiré à l'époque, c'est qu'elle ose ça. J'étais toujours assez intriguée par les autrices qui osaient des fictions un peu troublantes, comme celle-là. Parce qu'à cette époque-là, je lisais beaucoup Amélie Nothomb, et elle était déjà, elle aussi, très atypique dans son genre, et donc cette histoire de truie m'avait beaucoup perturbée parce que j'arrivais pas très bien à comprendre où Marie Dariussec se situait. C'est-à-dire que je trouvais qu'elle avait une espèce de cruauté, de méchanceté vis-à-vis de cette héroïne qui était pas du tout justement valorisée, au contraire, qui était une espèce d'anti-héroïne qu'elle écrivait en disant je, en plus, mais qui était mise dans des positions, on pourrait dire, assez indignes. C'était assez particulier. Donc je ne comprenais pas, en fait, pourquoi elle lui faisait subir tout ça. Parce que, en plus, elle se retrouve dans des situations très borderline, dans le cadre de son travail, dans des rapports tarifés avec des gens. Enfin, ça va très, très, très loin. Tout en se transformant. Et plus elle se transforme, et plus les hommes l'adorent. Et je trouvais ça ultra étrange. Et puis je l'ai lu très jeune, mais je pense que le sentiment à la fois d'attraction-répulsion, en fait je pense que ça qui m'a fait aimer ce livre, c'est que j'étais très dérangée, c'était très inconfortable à plein d'endroits, et en même temps ça faisait mouche à d'autres, et je pense que comme j'étais une jeune fille qui se construisait, je sentais que devenir femme constituait quand même une forme de menace qui me mettait un peu dans tous mes états, et ce livre est arrivé pile à ce moment-là, donc c'était très déconcertant. Et vous l'avez gardé à côté de vous pendant que vous écriviez Aval ? Je l'avais en fond il était dans le fond de ma tête, mais j'essayais de pas trop y revenir pour pas être trop influencée, trop inspirée, que ça me dévie. Mais je sais que je me disais, il y a quelqu'un qui a osé ça. Je me rappelle de petits moments du livre qui m'ont beaucoup marqué. Je me suis dit, tu peux assumer ce côté cru. Truisme de Marie Dariussec, c'était le premier roman de Marie Dariussec qui est paru chez POL en 1996 et qui a été traduit dans plus de 40 pays, qui est devenu vraiment culte. Quel est le 2e livre dont vous avez choisi de nous parler ? Alors le second, c'est un livre de Laïla Slimani qui s'appelle Chanson douce, que j'ai lu là quand j'étais en école de théâtre, donc j'avais déjà la vingtaine, je pense que je devais avoir 22-23 ans.
Et en fait, il m'a fait un effet dingue. J'avais un peu l'impression que c'était un livre un peu à se filer sous le manteau, que c'était un peu une petite bombe, parce que ça parlait d'un fait divers, à l'origine un fait divers atroce par ailleurs, où en fait, aux États-Unis, une nounou a assassiné les 2 enfants de la famille pour qui elle travaillait. Et donc Leila Slimani a écrit à partir de ça. Quand je l'ai lu, ça m'a... Déjà, un peu comme pour Aval, la première page s'ouvre vraiment sur la tragédie, immédiatement. Donc moi, ça m'a beaucoup accroché, en fait. Ça m'a donné envie de poursuivre. Déjà, on était aussi du point de vue de la meurtrière. En l'occurrence, dans le livre, elle s'appelle Louise. On embrasse aussi vraiment son intériorité. En ça, peut-être que pour Aval, c'était inspirant aussi d'accepter de parler du point de vue du monstre aussi. Même si dans le cas de Chanson douce, c'est une narratrice omnisciente, donc il n'y a pas que le point de vue de Louise, mais déjà ça, c'était assez fort. Et puis aussi, c'était vraiment sociologiquement assez impitoyable. C'est ça qui m'avait beaucoup plu dans Chanson douce, c'est que c'était très... elle avait un œil très aiguisé sur le couple, qui est un couple de Parisiens, avec une avocate et un producteur de musique, donc des gens de bon ton, à savoir des gens qui sont effectivement progressistes, qui sont effectivement des gens bien, c'est vrai, avec une certaine hauteur de vue. Enfin, c'est un joli couple en plus, mais qui en même temps peuvent pas s'empêcher de reproduire des postures de patron avec cette fameuse Louise et ce côté acide. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle était très très aiguë là-dessus, très très précise. J'adorais ça. Je trouvais ça vraiment irrésistible. Chanson douce, c'était le 2e roman de Leila Slimani. Elle a remporté le prix Goncourt avec ce roman en 2016 et c'est paru chez Gallimard en 2016. Elle était d'ailleurs la 12e femme en 113 ans à remporter le prix Goncourt. C'est toujours intéressant d'avoir quelques chiffres. Absolument. Quel est le 3e livre dont vous avez choisi de nous parler ? Et le 3e, c'est un livre de Nelly Arcan qui s'appelle Putain. Là encore, le goût des titres qui sont sans équivoque. C'est troublant pour moi, cette histoire de Nelly Arcan, parce que j'arrive pas à déterminer quand est-ce que je l'ai connue. Mais alors, c'est vraiment une des lectures les plus violentes que j'ai vécues de ma vie. En fait, j'ai lu tous ses livres par la suite et ils sont tous d'une violence absolue. Et là, en l'occurrence, elle raconte dans ce texte son parcours de prostitution, le fait qu'elle était à la fois étudiante et à la fois prostituée, et elle le raconte avec un style très féroce, très nerveux, très âpre. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une lecture qui est extrêmement âpre, très lucide et très désespérée et désespérante. Je crois que c'est la première fois que je lisais un livre sur ce sujet-là qui était ni dans la romantisation de ce métier, c'était pas non plus un livre de mère courage, je sais pas comment expliquer. Elle le prenait pas en charge comme si c'était quelque chose qu'elle faisait pour subvenir à ses besoins. Donc c'était vraiment terrible en fait. C'était terrible. Et le dispositif dans le livre, c'est qu'elle parle à un psy. Et c'est là encore, quand j'ai commencé à écrire Aval et que j'ai pensé à la structure, je me suis rappelé de Putain. Et en fait, oui, c'était un geste extrêmement radical, extrêmement bien écrit, mais assez étouffant, assez asphyxiant. Et quand j'ai vu cette femme à la télévision des années plus tard, dans une émission d'Ardisson notamment, je me suis dit, ah oui, elle a tout compris, et elle était très incomprise, pour le coup, elle. Putain de Nelly Arcan, c'est paru aux éditions du Seuil en 2002. Merci Séphora Pondy. Merci beaucoup. C'était Par Effraction, le podcast littéraire produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Merci à Séphora Pondy pour sa participation. Vous pouvez découvrir son roman Aval en bibliothèque et en librairie. Pour écouter nos précédents épisodes consacrés à Anthony Passeron, Chloé Corman, Alice Zeniter, Blandine Rinkel, Juliette Drouard, Mathieu Palin, Raphaël Meltz et Rim Battal, rendez-vous sur le site de la BPI, de son magazine Balise et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous aimez nos épisodes, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. À bientôt!